le thème qui a été retenu aujourd'hui, franchise, trouver les bonnes réponses face aux crises, et je crois assez révélateur de la double face de la franchise, qui, à l'heure actuelle, permet de surmonter un certain nombre de crises, mais la franchise ne fait pas disparaître les difficultés, la période plus délicate pour les franchiseurs et les franchisés. Et donc il faut aussi, dans les réseaux, savoir anticiper et aborder les périodes plus difficiles, les tempêtes. Nous allons cependant commencer par un point d'actualité sur le document d'information précontractuelle et en quelque sorte la vie du contrat, les éléments remis ou qui doivent être remis aux franchisés, aux candidats franchisés, pour souligner les évolutions jurisprudentielles. Jacqueline Riffossi, conseillère à la Cour de cassation, a accepté de venir commenter les dernières décisions, insister sur la difficulté de prononcer des sanctions, nullité, pas nullité, réparation. Nous verrons cela dans la matinée, après la présentation et le rappel des règles et leur mise à jour par mon associé Léla Javadi. Et puis nous aurons, après la naissance du contrat, sa mort, toujours plus délicate à gérer. Daniel Lasserre, avocat à Bordeaux, et Sébastien Regnault nous présenteront les conditions dans lesquelles les contrats de franchise peuvent être résiliés, les sanctions en cas de rupture brutale et la réparation du préjudice qui peut en découler. Et puis l'après-midi, avec le soutien de la FFF, nous verrons l'évolution, l'adaptation des réseaux de franchise en fonction des évolutions des marchés, des évolutions des modes et de la nécessité de l'adaptation, ce qui est peut-être le propre de la franchise, hein, c'est de faire naître de nouveaux réseaux, de nouveaux concepts, mais aussi de les adapter. Nous verrons comment il est possible de prévenir des conflits internes dans les réseaux. Guy Graal nous fera une présentation des prestations et de la possibilité de médiation au sein de la FFF, et puis nous aborderons la communication de crise et le financement des réseaux. Voilà, je ne retiens pas la parole plus longtemps et je vais passer le micro à Léla Javadi pour faire le point sur l'actualité. Schématiquement, il y a des informations qui sont faciles à donner. Ça peut sembler facile, mais on verra à travers deux exemples que ce n'est pas si évident. Présentation du franchiseur de sa marque, l'historique en fait du développement, le réseau, les concurrents, et évidemment la question qui amène beaucoup de débats et de contentieux, c'est le marché, l'état général et les perspectives. Alors moi j'ai choisi essentiellement donc surtout l'étude de marché, le prévisionnel et les questions de rentabilité pour vous donner quelques points d'actualité et voir comment aujourd'hui la Cour d'appel ou la Cour de cassation analyse en fait le défaut qui peut être sanctionné ou ne pas être sanctionné. Première illustration, j'ai pris l'exemple de contenus qui peuvent sembler assez faciles sur l'état du réseau. Alors ça c'est un réseau de franchise, on est censé donner l'état du réseau, les franchisés existants, les franchisés ayant quitté le réseau. Et là, où est la frontière de l'information précise à donner? Et je vous cite l'exemple de l'arrêt Linas du 3 avril 2012, où la Cour de cassation a considéré qu'effectivement, on était dans une situation de rétention d'informations, donc le mot est assez important, et qui a fait que le franchiseur n'a pas donné volontairement toutes les informations les plus pertinentes et les plus claires sur l'historique et l'état à jour du réseau de franchise. Là, on n'est plus dans des prévisionnels aléatoires, là c'est quelque chose qui peut sembler relativement facile à donner.
Et la Cour de cassation considère que la rétention est dolosive. Et donc le dol, c'est vraiment la manœuvre volontaire dilatoire, c'est extrêmement fort, et les conséquences sont extrêmement fortes. Et ils ont considéré que dans cette affaire, l'INAS avait volontairement occulté l'historique exact. Et pour être précis un petit peu dans l'affaire, c'est que on avait donné un état de la franchise pour que ce futur franchisé s'installe en province. Dans le document d'information précontractuelle, on parlait notamment de la franchise, je pense à l'étranger, mais également à Lyon. Or, il s'est trouvé que plus tard, le franchisé est allé retrouver les informations qui montraient que ce franchisé n'était plus à Lyon, avait été pratiquement en déclaration de cessation de paiement et s'était retiré. Donc là, on a considéré que ça, ce n'était pas une information qu'on n'était pas censé avoir et que le franchiseur, pour ne pas donner une image fidèle du réseau, a fait une rétention volontaire qui a été considérée comme dolosie. Alors, le prévisionnel, là où c'est intéressant, c'est que dans l'article R330-1, quand vous lisez les obligations, alors on peut dire que c'est vraiment un catalogue, ça donne une forme de sécurité peut-être aux franchiseurs de dire voilà les informations que je dois donner, mais justement dans cette liste, on ne parle que des comptes annuels des 2 dernières années, que le franchiseur doit donner, qui permet d'avoir un état de sa situation, mais on ne parle pas de l'obligation de fournir un prévisionnel, compte prévisionnel de développement. Néanmoins, on considère là aussi que si le franchiseur s'engage contractuellement vis-à-vis de son franchisé à donner ses comptes, en sachant que c'est une obligation de moyens, puisque le prévisionnel suppose par le terme même un certain aléa. On ne peut pas tomber exactement, mais il faut s'engager. Et si on s'engage, eh bien, il faut que ce soit sincère, véridique. Et alors, c'est là l'équilibre à trouver entre ce qu'on a donné qui nous semblait correspondre à l'état de la franchise, du secteur, et ce qui est considéré parfois par la jurisprudence comme totalement déconnecté de la réalité. Alors, un exemple, Epicenter, où en général les contentieux se nouent lorsque les redevances ne sont pas payées, on peut résilier le contrat et qu'est-ce qui se passe? Le franchisé invoque évidemment, repart en arrière et invoque le vice du consentement. Là, en disant, eh bien les prévisionnels qui ont été donnés étaient totalement irréalistes, la Cour de cassation a considéré qu'il existait, alors je vous cite le terme, une distorsion manifeste entre le prévisionnel qui avait été donné et les chiffres d'affaires qui avaient été vraiment et réellement réalisés par cette société sous la franchise Epicenter, en insistant sur le fait que, et alors la Cour de cassation rappelle bien aussi, tout en sanctionnant, que le franchiseur n'est pas obligé de donner, c'est une obligation de moyens. Mais néanmoins, là, on a relevé de façon précise, donc c'est quand même très casuistique, une vraie distorsion. On a considéré que le franchisé n'avait pas fait de faute de gestion, qui soit voilà, relativement évident à mettre en évidence. Et un élément qui peut peut-être peser dans la balance, je ne sais pas, c'est les magistrats qui peuvent nous le dire, c'est que cette société était tombée assez rapidement en liquidation judiciaire. Et là, on a retenu effectivement l'existence de la distorsion. Donc, voilà pour cette partie, la rentabilité. Alors la rentabilité économique, c'est un petit peu la suite, et on invoque souvent l'erreur. L'erreur, disait le professeur Guestin, c'est l'erreur de rentabilité, c'est une appréciation économique erronée à partir d'une situation de données qui peuvent être exactes. Mais la rentabilité et l'erreur sur la rentabilité peut aussi être invoquée pour invoquer la nullité du contrat. C'est dans l'autre sens. Il y a des cas où le prévisionnel, considéré comme sans distorsion et n'entraînant pas une erreur et un vice du consentement. Donc, je termine par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013, dans une affaire Sport 2000. La Cour de cassation a relevé que le chiffre d'affaires réalisé par le franchiseur-franchisé, le prévisionnel, il y avait un écart de 21%, et que ce n'était pas si exceptionnel. Alors que dans une précédente affaire que je vous ai citée, Casino, on a considéré que 25%, c'était important. Et vous voyez que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais là, il y avait une situation particulière que la Cour de cassation a mise en évidence, c'est que le franchisé avait quand même réalisé la deuxième année un chiffre d'affaires qui
était relativement proche du prévisionnel. Donc on avait 2004-2005 et celui de 2005 était relativement proche. Et la Cour de cassation a mis en évidence un élément un peu exogène à la situation, c'est que ce prévisionnel a été donné, mais le franchisé a connu une inondation, donc une période d'arrêt d'activité, activité soumise à forte saisonnalité qui avait été signalée. Et donc ces éléments un peu extérieurs ont abouti à dire que finalement, on n'est pas dans une erreur telle que le consentement a été vicié. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Cour de cassation redit bien que le prévisionnel est aléatoire et que le franchisé, pour le coup, a été considéré comme ayant agi avec légèreté parce qu'on lui avait donné ce document en précisant bien que c'était vraiment qu'une première étude, que le secteur était soumis à un aléa économique assez fort. Et il a été reproché à la franchisée, en l'espèce, de ne pas, de par sa connaissance du métier, alors que dans l'autre affaire, Ipromat, ce n'était pas un critère, on lui a dit, de par votre connaissance du métier, de par le fait qu'on avait mis des warnings sur le fait que c'est très aléatoire, que notre secteur est spécifique, eh bien, la franchise, le franchisé, ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour la légèreté avec laquelle elle a planifié son investissement en disant que, en ayant connaissance du secteur et en étant avec d'autres boutiques Sport 2000, eh bien, elle n'aurait pas dû se contenter de cette information et aller chercher un peu plus avant et savoir qu'il y avait un fort aléa. Donc voilà un petit peu la présentation assez rapide du contenu et de la jurisprudence. On peut retrouver quand même un peu des points qui reviennent systématiquement. Et la sanction, je laisse à Madame Rifossig de développer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'annulation du contrat, il faut se souvenir, vous savez tous, hein, que l'article 1108 du Code civil prévoit 4 conditions essentielles pour la validité d'une convention. Bien sûr, il y a le vice du consentement. Le vice du consentement fait que s'il y a dol, il n'y a pas consentement. S'il y a erreur, bien sûr, l'un et l'autre déterminant, il n'y a pas consentement. Et la violence, on n'en parle même pas. On ne va pas faire cette injure quand même aux franchiseurs vis-à-vis de ces candidats. Bon. Mais il y a également une condition qui tient à la cause. Et là, je le dis tout de suite pour l'évacuer, mais il y a de la jurisprudence. Il y a un arrêt, je crois, de 2010 de la Cour de cassation qui est, oui c'est ça, du 14 septembre 2010, au numéro de pourvoi 09 17 079, absence de cause, parce que le savoir-faire dont se prévalait le franchiseur constate la Cour d'appel, et approuvé par la Cour de cassation, ce savoir-faire était inexistant. Là, on est bien sur le terrain de la cause. Mais enfin, il y a un arrêt trouvé, mais pas beaucoup plus que ça. En fait, le grand point va être l'annulation du contrat. Alors, quel est le régime de cette nullité? Il y a eu un grand débat, ça je le disais tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où il y a une sanction pénale, certains auteurs de la doctrine, et pas des moindres, ont dit, mais par conséquent, c'est une obligation et une annulation automatique. Là, l'obligation n'est pas respectée, le contrat est annulé, point c'est tout. Alors, depuis le début, la Cour de cassation, la Chambre commerciale, a considéré que le régime de cette nullité, qui d'ailleurs, encore une fois, n'est pas prévu dans l'article 333, le régime de cette nullité est placé sous celui des vices du consentement. Et ceci est important. Cela signifie que le manquement doit être déterminant, bien sûr, mais ensuite qu'il doit correspondre à l'un des cas prévus pour l'annulation d'un contrat pour vice du consentement. Et on y revient, c'est soit le dol, soit l'erreur. Le dernier arrêt rendu, dont il a été fait mention tout à l'heure, cet arrêt Ipromat, a été très intéressant de ce point de vue-là, parce que, à nouveau, on revenait sur
régime de la nullité en disant bon, bien, on peut considérer que on ne se place pas sous un angle particulier, mais on pourrait considérer qu'il s'agit d'un texte spécifique qui institue une nullité spécifique. Le débat est encore ressorti, mais je le dis rapidement parce que si vous souhaitez consulter cet arrêt qui est du 25 juin 2013, donc il est cité dans le PowerPoint, il est bien indiqué dans cet arrêt, à nouveau, expressément, on redit cette formulation des vices du consentement. Donc la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas changé. Là-dessus, elle est absolument constante. Il doit donc être établi que sans les manœuvres du franchiseur, le franchisé n'aurait pas contracté. Alors, quelles sont les conséquences de l'annulation, si elle est prononcée? Eh bien, il y a un arrêt qui est bien intéressant, qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 juin 2011. C'est une affaire qui portait sur donc une franchise et un centre de soins pour le corps et le visage. Et donc, la Cour d'appel, il n'y a pas eu de pourvoi, à ma connaissance. Et la Cour d'appel a dit, très bien, il y avait dol, elle explique pourquoi, et elle ajoute que, par conséquent, par suite de l'annulation, il doit y avoir, d'une part, restitution de toutes les sommes versées aux franchiseurs en exécution du contrat, et il va y avoir aussi réparation du préjudice à partir du moment où la Cour d'appel constate la faute. Donc vous voyez que les conséquences d'une décision d'annulation peuvent aller très loin. Dans cette affaire-là, il y avait, alors on peut y revenir rapidement. C'est la bombe atomique, hein? Oui, une annulation, c'est assez sérieux, c'est sûr. Alors, le dol ayant été déterminant du consentement du franchisé, profane, donc ça a été évoqué tout à l'heure, le franchiseur doit être condamné à restituer les frais afférents à la franchise, le droit d'entrée, les redevances versées par le franchisé doivent être restitués, les frais d'agencement, d'investissement non amortis doivent être restitués, les frais de transaction, d'enregistrement du droit au bail et de rédaction de l'acte sont remboursés à une certaine hauteur. Le franchiseur est également condamné à réparer les préjudices financiers subis par le franchisé. Je voulais axer mon intervention sur le contrôle de l'objet de la clause de non-concurrence, et ce, sous deux angles. Donc d'abord le contrôle de l'objet en droit général des contrats, et le contrôle de l'objet au regard des règles du droit de la concurrence. Depuis 2008, la Cour de cassation a clarifié les conditions de validité de la clause de non-concurrence au regard du droit des contrats, et je pense qu'un arrêt important est un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 janvier 2008, numéro 07 13 558, où la Cour de cassation a dit que pour être valable, des clauses de non-concurrence doivent avoir été acceptées au terme d'un consentement réel et intègre, bien sûr, être justifiées par l'intérêt légitime de leur créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de leur débiteur. Je vais voir successivement ces points. Alors tout d'abord, elles doivent être limitées quant à l'activité concernée. On ne peut pas interdire évidemment aux franchisés toute activité après la rupture du contrat. Elles doivent être limitées dans le temps, sauf à créer une servitude. Toute clause de non-concurrence dont la durée n'est pas limitée est nulle. Hein. Il ne peut pas y avoir de clause perpétuelle en quelque sorte. Lorsque la clause interdit au débiteur, donc c'est au franchisé en l'espèce, de s'adonner à une activité donnée pendant toute la durée du contrat principal, bien évidemment, la condition de limitation dans le temps est nécessairement remplie. Lorsqu'il s'agit en revanche d'une obligation post-contractuelle, une obligation de non-concurrence post-contractuelle, il appartient au juge du fond d'apprécier in concreto le caractère raisonnable de la durée stipulée par les parties. On verra que par contagion en quelque sorte avec le droit communautaire de la concurrence, le droit national de la concurrence, une durée d'1 an
est fréquemment retenu dans les contrats de distribution, hein, un an après l'expiration du contrat. Bon. La clause est également limitée dans l'espace. Hein, là aussi, on voit la contagion du droit communautaire, puisque une tendance semble actuellement pousser les juges du fond à restreindre l'étendue territoriale de la clause de non-concurrence au territoire qui a fait l'objet d'une exploitation effective par le débiteur, c'est-à-dire le territoire du franchisé. On ne va pas étendre la clause à tout le territoire national, mais au territoire qui a été exploité par le franchisé quand il était encore franchisé. Alors, le fait qu'une clause ne soit pas exonérée automatiquement par le règlement ne signifie cependant pas qu'elle est interdite. Il faut bien comprendre comment fonctionnent les règlements communautaires, hein, dont le droit national s'inspire. C'est-à-dire que le fait que on dépasse les 30, que le franchiseur dépasse 30% de part de marché ou le franchisé dépasse 30%, ce qui est quand même rarement le cas, ne suffit pas à caractériser une pratique anticoncurrentielle. Simplement, l'analyse concurrentielle devra aller plus loin pour démontrer que la clause n'est pas en réalité une clause dont l'objet ou les effets sont anticoncurrentiels. Alors, l'obligation de non-concurrence pendant l'exécution du contrat, s'agissant donc de ces clauses de non-concurrence qui s'appliquent pendant l'exécution du contrat de franchise, le règlement communautaire prévoit en son article 5, alinéa 1, petit a, pardon, excusez-moi, pas de petit a, une exemption automatique, hein, pour ces clauses, dès lors que leur durée est limitée à une durée de 5 ans. Or, vous savez que classiquement, les contrats de franchise ont une durée de 5 ans, donc les clauses de non-concurrence qui s'appliquent pendant la durée du contrat, finalement, sont exonérées. Il n'y a pas de problème en droit de la concurrence. Alors, par contre, si la clause de non-concurrence dure plus de 5 ans ou a une durée indéterminée, eh bien, vous n'avez pas d'exemption qui entre en jeu. Alors, moi, la question qui m'a été posée, c'est une question que l'on se pose tout le temps, et de savoir en fait qui est propriétaire des bases de données. Alors, c'est un point qui est très intéressant, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une zone, j'allais dire, et une question qui est transversale. Donc ça c'était pour présenter juste mon cabinet mais rapidement. Juste bon, le chiffre, la franchise est vraiment aujourd'hui en pleine expansion, avec un point très intéressant, et sur la question des bases de données, on va le sentir, c'est aujourd'hui tout ce qui est les franchises pour les personnes, de service aux personnes. Et donc ça pose aussi une vraie problématique. Si vous voulez, donc ça c'est un vrai chantier de développement. Tous les avocats vont pouvoir avoir des clients qui demain vont se lancer dans des réseaux de franchises aux personnes. Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel, et derrière ça, la première question qui va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Alors, je dois vous rappeler d'abord la définition de la base de données. Et vous allez voir que c'est une définition qui nous est donnée par le Code de la propriété intellectuelle. C'est l'article L112.3 qui nous donne la définition et qui nous dit c'est un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par les moyens électroniques ou par tout autre moyen. Ça veut dire qu'il y a des bases de données qui peuvent être sur des fichiers numériques, mais il peut y avoir aussi des bases de données qui sont papier. Donc là aussi, il faut savoir qu'en fait, toute entreprise est à la tête de bases de données. Autre chose aussi, il faut savoir, et ça a été reconnu dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 21 novembre 2008, c'est qu'un site internet peut être aussi considéré comme une base de données. Donc là aussi, c'est un point intéressant. Et j'allais dire que c'est un vrai avantage, puisque vous savez que la contrefaçon d'une base de données, c'est une extraction substantielle des éléments, une extraction substantielle qualitative ou quantitative. Donc vous avez ici toute une série d'éléments qui sont véritablement protecteurs. Et enfin, le dernier point, c'est que la base de données est un élément du fonds de commerce. Donc ça aussi, c'est un point qui est intéressant pour savoir à qui l'on va rattacher en fait cette propriété, puisque si c'est un élément du fonds de commerce, eh bien évidemment, elle appartient à celui qui détient le fonds de commerce, c'est-à-dire lorsque vous êtes un franchisé, le franchisé. Voilà, c'est un point important à indiquer. Maintenant, la question et la problématique de ces bases de données, je vous l'indique aussi, c'est que derrière les bases de données, et lorsque l'on parle de fichiers, il n'y a pas que le code des postes et des télécommunications qui s'applique,
bien entendu, s'applique, mais c'est surtout la loi informatique et liberté, puisque derrière la base de données, vous avez la collecte de données nominatives. Et donc cette collecte de données nominatives, elle impose, et bien entendu, des déclarations à la CNIL. Alors c'est très important, parce que récemment, vous avez eu le cas d'une entreprise qui a déposé le bilan, qui s'appelait Virgin, et qui, si vous voulez, ne valait plus rien. Les locaux étaient trop importants, puisque je crois que c'est au Volkswagen maintenant qui va s'installer dans ces locaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu au tribunal, à la barre du tribunal, une société qui a racheté ces fichiers. En l'espèce, c'était la FNAC. Donc vous voyez un petit peu le problème qu'il peut y avoir entre le consentement et le rachat de clients. On pourrait se poser cette question. Alors qu'est-ce qu'il faut voir? Pourquoi la FNAC a pu racheter cette clientèle? Alors si l'entreprise valait 1 euro, le fichier client à minima, et ça vous donne aussi une valeur, de 2 millions de contacts a été racheté 50 000 euros. C'est aussi un point important pour savoir qu'est-ce que coûtent mes fichiers. Et en fait, on s'est basé sur une décision de la Cour de cassation, une très belle décision de la Cour de cassation, qui date du 25 juin 2013, et qui a déclaré que la vente de fichiers clients est nulle, donc c'était dans le cadre d'une vente de fonds de commerce, si les fichiers n'ont pas fait l'objet d'une déclaration. Donc vous voyez un petit peu le point. Si vous n'avez pas fait la déclaration de vos fichiers à la CNIL, eh bien la vente de votre fonds de commerce pourrait être annulée, ils n'ont aucune valeur. Alors pourquoi? Parce que derrière ça, dans la loi informatique et liberté, on a une sanction qui est pénale, et donc c'est une fraude, si vous voulez, là-dessus. Et donc le fait de ne pas avoir fait la déclaration, eh bien elle affecte littéralement la vente. Un autre point très important, lorsque vous avez une base de données, cette base de données est protégée avec une arme qui est extraordinaire, qui est la contrefaçon. Et il suffit, alors il y a toute une jurisprudence, de montrer qu'il va y avoir une extraction substantielle, qualitative ou quantitative, mais à partir du moment où vous avez une donnée qui est qualifiée, on est déjà dans la donnée qui est substantielle et elle est déjà qualitative. Donc là aussi, il y a une vraie protection. Et donc, comme ça avait été dit, le franchiseur qui utiliserait des données du franchisé sans le consentement du franchisé, eh bien, serait dans un vol de fichiers. Et donc, c'est pénal, puisqu'il utiliserait, si vous voulez, une donnée, c'est un point qui est souvent posé là-dessus, et où il serait dans une extraction illicite. Et donc là, vous voyez qu'il y a des vraies protections, et ça me permet d'arriver avec vous sur la question de savoir, est-ce qui c'est qui est propriétaire du fichier? Alors, c'est très simple. En matière de base de données, le propriétaire du fichier, c'est celui qui a été le producteur de cette base de données. C'est-à-dire celui qui a fait l'investissement humain, matériel et financier. Et donc à partir de ce moment-là, c'est lui qui est propriétaire, et ça appartient donc au franchisé. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'il peut mettre à disposition du franchiseur ces informations pour que celui-ci lui l'aide, si vous voulez, dans le cadre d'opérations de géolocalisation ou de ciblage, parce qu'il faut utiliser des grandes plateformes, et c'est un vrai souci, c'est un vrai enjeu, si vous voulez, terriblement important.